Yo! Aujourd'hui, on va vous parler d'un truc qu'on adore, le monde des insectes. Alors, je vous précise ça tout de suite, on n'est pas expert entomologiste, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des experts des insectes, mais nous, on trouve ça hyper passionnant. Des insectes, il en existe de toutes les couleurs, de toutes les formes. C'est un monde très vaste et vraiment, ils ont des particularités très spéciales. On va vous montrer des espèces qui peuvent être assez communes, que vous avez peut-être sûrement déjà croisées, et vous allez voir qu'elles ont toutes des trucs hyper incroyables. Bah. Les insectes sur Terre, on en trouve une grande diversité. 80% de tous les animaux qu'on a sur Terre, c'est des insectes. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. Sympa, il coupe la parole, lui. Alors des insectes, il y en a énormément. 80% de tous les animaux qu'on a sur Terre sont des insectes. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. En France, on a environ 35 000 espèces, un peu moins. Et on en découvre à peu près 10 000 par an dans le monde. Ils étaient là il y a plus de 400 millions d'années et c'est les premiers animaux à avoir utilisé le vol comme moyen de locomotion. Les insectes, pour ne pas les déranger, on utilise deux choses. Le filet à papillons qui est derrière moi. Le filet à papillons, en fait, c'est un filet un peu spécial qui n'abîme pas les ailes des insectes, dans lequel on peut les observer. Et si jamais c'est un peu compliqué, on utilise aussi des piluliers. Le but, c'est vraiment de ne pas déranger les insectes. On les garde pas trop longtemps. On fait vite des photos et on les relâche. Alors déjà, définition de ce que c'est qu'un insecte. Est-ce que tu le sais toi? Non? Un insecte, 6 pattes, 2 paires d'ailes, 2 antennes, le corps constitué de 3 parties, la tête, le thorax, l'abdomen. Voilà les grandes généralités du monde des insectes. On a trouvé pas mal de papillons. Donc les papillons, il en existe une grande diversité, toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs. On les distingue souvent en deux groupes, papillons de jour et papillons de nuit. Alors il ne faut pas trop se fier à ces appellations, parce qu'il y a des papillons de jour qui volent la nuit, des papillons de nuit qui ont plutôt des activités de jour. En fait, il y a les hétérocères et les rhopalocères. On les reconnaît souvent grâce à leur antenne. Les rhopalocères, c'est ce qu'on va appeler les papillons de jour. Rhopalocère, ça veut dire en fait antenne en forme de massue. C'est des antennes qui vont être droites, avec au bout une petite massue. Ensuite, il y a les hétérocères. Et les hétérocères, comme son nom l'indique, c'est des antennes un peu différentes. Donc c'est souvent des antennes en forme de peigne. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Les papillons, c'est des espèces communes qu'on voit régulièrement. Ce sont des super pollinisateurs, que ce soit au niveau de la chenille ou de l'imago. C'est des insectes hyper utiles. Souvent les papillons, on a aussi cet a priori comme quoi ils auraient une petite poudre sur les ailes et que dès qu'on la touche, le papillon peut plus voler et ça signe la fin de sa vie. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Les papillons, sur leurs ailes, ils ont des écailles, quasiment les mêmes que les poissons. Et du coup, c'est vrai que quand on les manipule, les écailles peuvent tomber et ça laisse une petite poudre un peu dorée, un peu argentée, brillante sur les doigts. Et du coup, non, ça va pas tuer notre papillon. Il peut quand même continuer à voler. Il faut faire très attention, c'est évidemment pas bon pour lui. Mais par exemple, un papillon qui va être sous la pluie, qui se frotte à des branches, il va forcément perdre des écailles, mais c'est pas pour autant qu'il va mourir. Ça va juste un peu l'handicaper, par exemple, pour séduire, il sera un peu moins brillant, et donc pour la reproduction, ça peut être un peu plus galère. Il n'y a pas d'inquiétude, notre papillon, il n'en mourra pas. Rassurez-vous, vous n'êtes pas des tueurs. Les papillons, ils sont liés à des plantes hautes. C'est une plante sans laquelle le papillon ne pourra pas vivre, parce que une fois adulte, la femelle, elle va pondre exclusivement sur ce type de plante. Alors, ça peut être une espèce de plante particulière, ça peut être une famille d'espèces. Les chenilles, elles vont se nourrir que de ce type de plante. Donc c'est très important dans les prairies d'avoir une diversité de plantes, parce qu'en fait, quand vous supprimez une plante en particulier, vous supprimez peut-être une espèce de papillon. Les papillons, ils sont dépendants d'une plante haute, mais ils peuvent être aussi dépendants d'une espèce. Par exemple, dans le genre des azurés,
il y a un papillon qui est dépendant d'une plante haute, donc l'adulte va pondre ses œufs sur cette plante haute, la chenille va se développer, elle va se laisser tomber de sa plante haute, elle sera incapable de bouger. Et là, sa technique à elle, c'est d'imiter les phéromones d'un genre de fourmi, le genre Myrmica. Les fourmis vont la récupérer, l'emmener dans leur fourmilière, s'en occuper, la nourrir, la protéger. Le papillon va en profiter, enfin la chenille va en profiter pour faire sa chrysalide, se transformer en adulte et repartir. Si vous n'avez donc pas la plante haute et le genre de fourmi nécessaire, vous n'aurez jamais ce papillon au stade adulte. Dans la nature, on parle souvent de la loi du plus fort, mais en fait, il y a beaucoup plus d'interactions bienfaitrices et positives entre espèces que de concurrence ou vraiment de la loi du plus fort. C'est pas tout à fait vrai tout le temps pour tout le monde. Là, on est tombé sur le morosphinx ou le sphinx colibri. C'est une espèce de papillon, un des plus rapides qui existe. Il peut atteindre des pointes de vitesse de 55 km/h. En moyenne, il est plutôt à 40 km/h, ce qui est déjà énorme. Et son nom, il le tire de l'oiseau colibri parce qu'il est capable de faire du surplace. C'est vraiment un papillon qui se nourrit en volant. C'est un papillon très particulier qui est assez gros. Dans sa famille, les Sphingidés, c'est un des seuls qui va être actif le jour. Il est capable de faire des grandes migrations aussi de plus de 3000 km pour atteindre des zones plus chaudes en hiver. C'est vraiment un papillon merveilleux, un vol d'une précision vraiment spectaculaire. Il a plus de 75 battements d'ailes par seconde. C'est vraiment incroyable. Alors là, je vais vous parler d'un insecte, un des plus aimés du groupe des insectes en général et des coléoptères, c'est la coccinelle. Alors la coccinelle, on la connaît tous, c'est souvent ce petit animal qu'on trouve assez mignon, que tout le monde aime. Et c'est vrai que c'est assez sympa, mais il faut savoir que c'est un super prédateur chez les insectes. Beaucoup de coccinelles se nourrissent de viande, sont insectivores surtout. Donc elles vont manger des acariens ou même par exemple les pucerons qui est l'exemple le plus connu. Alors la coccinelle elle fait partie de la famille des coléoptères. Eux on les reconnaît parce qu'ils ont toujours leurs deux paires d'ailes, mais il y en a une qui est sclarifiée on appelle ça. Donc qui est devenue un peu plus dure et ça c'est les élytres. Ça leur sert à protéger leur autre paire d'ailes qui se cache en dessous et qui leur permet de voler. On le voit bien sur le vol de la coccinelle quand elle s'envole. On voit bien la première paire d'ailes, les élytres qui se lèvent, puis après les secondes paires d'ailes du coup qui vont permettre à la coccinelle de s'envoler. Alors les coccinelles en France, on a énormément d'espèces. Les plus courantes, je dirais que c'est la coccinelle à 7 points, la coccinelle à 2 points, qui sont des espèces locales, qu'on retrouve un peu partout en France. Et d'ailleurs, petit point sur les points des coccinelles justement, souvent on dit que ça indique leur âge. Pas du tout. Ça indique l'espèce à laquelle elle appartient. Si elle a 7 points, ça va être Coccinella septempunctata, donc la coccinelle à 7 points. Et en France, on a aussi une autre espèce qui est la coccinelle asiatique, qui elle, pour le coup, est une espèce invasive. On l'a fait rentrer en France pour lutter contre les pucerons dans les champs, dans les vergers, on en fait aussi de l'élevage beaucoup. Et elle est devenue invasive, elle prend la place des coccinelles locales. Du coup, arrêtez avec la coccinelle asiatique, j'arrive plus à parler. On est tombé sur une éperfrelon, une Argiope bruennechi, une Argiope frelon. C'est vraiment une araignée incroyable. Il y a un dimorphisme, une différence entre le mâle et la femelle. La femelle est beaucoup plus grosse. Et on l'appelle frelon parce qu'en fait elle reprend un peu les couleurs. Donc c'est une couleur aposématique, c'est une couleur pour identifier un danger. Les couleurs vraiment des abeilles, des frelons avec les tigrés de jaune et de noir. C'est une espèce que moi j'adore, qu'on voit souvent dans les prairies avec des hautes herbes à peu près de 1 mètre. Voilà. Bon, les araignées c'est pas des insectes, on est un petit peu hors sujet, mais quand même c'est incroyable donc on vous en parle. L'Argiope frelon, elle va tisser sa toile tous les jours, au crépuscule ou à l'aube. Ça va lui prendre 1 heure à peu près, et on va souvent la trouver au centre de sa toile, la tête vers le bas. Voilà, elle est vraiment magnifique. Elle peut chasser des insectes pratiquement aussi gros qu'elle. Et on peut la reconnaître même si elle n'est pas sur sa toile, parce que sa toile elle a une particularité. Les araignées en fait, selon le genre et la famille, elles vont faire des toiles de formes différentes, qui auront des utilités différentes. Il y a même des araignées qui font pas de toile, qui chassent, elles, qui se mettent à l'affût. Et les araignées elles ont aussi différents types de soies.
Il y a une soie qui colle, elles ont une soie, elles tissent un fil souvent qui leur sert juste de rappel au cas où elles tombent. Elles ont de la toile qui est collante, elles ont une soie qui est vraiment hyper solide. Et l'argiope frelon, elle, sur sa toile, elle va faire une sorte de zigzag comme ça, qu'on appelle le stabilimentum. Donc si vous voyez ce genre de dessin, vous pouvez savoir que c'est une argiope frelon sans voir l'espèce, sans voir l'individu. On n'a pas trop d'explications sur ce principe-là. Des gens disent que ça peut refléter les UV du soleil et donc attirer les insectes, que ça peut être pour solidifier la toile. Enfin voilà, il y a plusieurs théories, mais on n'en a validé aucune de façon certaine pour l'instant. Ok Tristan, quel est ton insecte préféré? La menthe religieuse. C'était pas ça dont tu voulais parler? Ah si, un gros classique, hein, la menthe Ouais. religieuse. 151 km/h, ça déconne zéro. Ça. Ok, bah la mission, trouver la menthe religieuse. Là c'est la bonne saison en plus parce que elles ont émergé du coup au début du printemps et maintenant elles sont adultes, elles ont fait leur mue et là on est en pleine période de reproduction. Du coup elles sont assez grosses et là on est dans un habitat, on en a vu plusieurs fois donc on va essayer de les chercher et de les trouver hein. Ben. Bam. Les menthes religieuses, elles font partie des dictyoptères. Alors c'est le même grand groupe que les blattes ou les termites. Alors ils sont dans le même groupe, mais c'est pas pour autant qu'ils se ressemblent. En fait, ils ont été mis ensemble parce qu'ils pondent dans des zoothèques, ça s'appelle. Donc c'est une sorte de petit cocon que la maman menthe religieuse va faire au niveau de fin septembre à peu près. Et pendant toute l'année jusqu'au printemps d'après, il y a les petites menthes qui vont naître là-dedans. À l'arrivée du printemps, des beaux jours, voire le début de l'été, il y a entre 300 et 400 menthes qui vont sortir de ce tout petit truc. Et de là, bah, c'est le début de leur vie. Alors pour la trouver, la menthe religieuse, c'est assez compliqué. Il y en a de plein de sortes, de plein de couleurs. En France, on a 9 espèces de menthes, dont une qu'on trouve qu'en Corse. Et en général, elles sont plus dans le sud de la France. Ici, on aura Mantis religiosa, une des plus répandues en France. Et on la reconnaît parce qu'elle a 2 petits points noirs sous les bras, sous les pattes antérieures, les pattes avant. Et on va essayer de vous en trouver une. Alors en général, elle se cache un peu dans les buissons, dans les herbes. Et il faut avoir de bons yeux quoi. Parce qu'elle chasse à l'affût, elle est super adaptée pour être bien planquée dans son territoire. Et du coup, bah, on va galérer un petit peu, mais on va vous en trouver une. C'est sûr. Alors la menthe religieuse, elle est passionnante pour plein de raisons. D'abord, c'est un des plus gros insectes qu'on va trouver en France. Elle est assez longue, surtout les femelles qui sont assez grandes, et en plus, elle a plein de super pouvoirs. Déjà, ses pattes ravisseuses, c'est les pattes qu'elle a devant et qu'elle utilise pour chasser, alors elles sont remplies d'épines. C'est surtout qu'elle peut les déployer à environ 151 km/h. Du coup, c'est une des prédatrices les mieux adaptées pour chasser ici, dans les buissons, dans l'herbe. Elle va avoir aussi des yeux assez imposants pour repérer ses proies d'assez loin, et quand elle nous regarde, c'est vraiment impressionnant. Alors du coup là on a trouvé une belle menthe religieuse, elle est bien verte, assez grosse, donc elle a atteint son stade adulte. Et je vais juste essayer de la manipuler très rapidement, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de danger. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette bestiole, qui la trouvent un peu impressionnante, et c'est vrai qu'avec ses pattes, elle peut faire un peu peur. Mais vous allez voir, tout délicatement, en faisant bien attention de ne pas vraiment la déranger, enfin on va la déranger, mais de ne pas la blesser ni rien, je la remettrai juste dans son habitat. C'est juste pour vous montrer qu'il n'y a vraiment rien à craindre. Comme vous l'avez vu, quand j'ai essayé de la manipuler, la menthe, il n'y a vraiment aucun risque pour l'homme. Elle pince pas, elle mord pas, même si ça peut faire peur. Et surtout, petit disclaimer, on fait bien attention si un jour on avait envie de les manipuler, on le fait avec le plus grand respect, le moins possible. Et surtout, vous avez vu, je n'oblige pas la menthe à venir, je l'incite à venir sur moi. Et surtout, je la maintiens pas, je la laisse faire sa vie. Et c'est pour ça qu'elle s'envole quasiment aussitôt, juste après. Et bien sûr, on ne les transporte pas d'endroit aussi. On la relâche là où on l'a prise. Et on lui laisse faire sa vie, quoi. Petite vie de menthe, là. Question pour un insecte. Quels sont les prédateurs de la menthe religieuse? Les oiseaux. Les oiseaux, surtout les oiseaux. Elle craint pas grand chose au niveau des insectes. Clairement, au niveau des insectes, ça reste une des bosses. Autre que les oiseaux? Lézards, Lézards, reptiles. clairement.
Non, lézards, oiseaux, c'est les principaux prédateurs de la menthe. Mais, même avec le lézard, il y a combat. Hein. Il y a combat. Ouais. On a des vidéos sur internet. Si elle lui chope le museau comme ça, la clé de bras, c'est fini. Ah ouais. La menthe religieuse, La pose du game. la plus forte quoi. Ouais. Rien à dire. Bam. Est-ce que vous connaissez les 3 grandes différences entre le criquet et la sauterelle? Parce que, a priori, tout le monde dit ça c'est un criquet, tout le monde dit ça c'est une sauterelle, mais personne connaît les différences. Ok, première différence. La sauterelle a des antennes aussi longues que son corps, alors que le criquet a des toutes petites antennes. Deuxième différence. Le criquet, lui, il est uniquement herbivore, alors que la sauterelle, elle est plutôt omnivore. Elle va aussi pouvoir se nourrir de certains insectes. Troisième différence, les sauterelles, elles, pour faire leur stridulation, elles vont frotter leurs ailes, leurs élytres, précisément, alors que les criquets, ils vont plutôt frotter leur fémur contre leur corps. Oh, c'était une bonne journée. On avait pas mal d'insectes, on vous en a montré pas mal aujourd'hui. On en a vu d'autres aussi dont on vous a pas parlé. On a vu le bourdon terrestre. Celui-là, tout le monde le connaît, trop mignon avec ses petites fesses blanches. Et lui, comme son nom l'indique, il va du coup creuser son nid sous terre. Et c'est des colonies comme les abeilles, hein, où il peut y avoir jusqu'à 500 individus en général. Le xylocope aussi, ouais. La plus grosse abeille de France et même d'Europe. Super jolie, un peu bleu. Alors c'est pas un bourdon, c'est bien une abeille. Et du coup, le xylocope, elle est aussi appelée l'abeille charpentière parce qu'elle creuse souvent dans le bois pour faire ses nids, ou pour mettre ses œufs qui vont devenir après des petites abeilles les plus grandes d'Europe. Aussi, petite idée reçue qu'on a souvent, on dit que les bourdons ne piquent pas, mais en fait, si, ils piquent. Ils sont mignons, mais ils piquent. D'ailleurs, c'est que les femelles, comme chez les abeilles. Là, on vient de parler d'insectes et tout. À quoi ça sert les insectes dans la nature ? Les insectes, ils sont hyper importants. Déjà, on parle beaucoup de pollinisation. Ça permet d'entretenir les écosystèmes. Sachez que par exemple, en ce qui nous concerne nous, plus de 8 aliments, fruits et légumes que vous trouvez en supermarché ou sur les marchés en général, c'est grâce aux insectes pollinisateurs. Sinon, il n'y aurait plus rien dans les stands. Sans compter toutes les plantes qu'on mange pas aussi. Ouais. Et deuxième chose intéressante, c'est un élément hyper important dans la chaîne trophique, les insectes. Ils nourrissent plein d'insectes. Il y a plein d'insectes aussi qui sont là pour recycler le bois mort, recycler les déchets organiques. Il y a plein de trucs comme ça sympas, enfin ça a vraiment plusieurs utilités et plusieurs rôles les insectes. Ils sont vraiment indispensables quoi. Attends Léo, ouais. On leur a pas dit comment on pouvait protéger les insectes. Alors pour protéger les insectes, c'est assez simple au final. Il suffit la plupart du temps de rien faire. Du genre si vous avez un petit jardin, laissez-les pousser. Il n'y a pas de danger, les insectes ils vont se régaler et c'est super bon pour eux. Créer des micro-habitats aussi, avoir un maximum de variétés, des petites haies d'essence locale, avoir des prairies fleuries aussi, ça les insectes ils adorent. Et grâce à ça, et si tout le monde fait un peu son petit potager pour les insectes, son petit habitat, à la fin les insectes ils vont pouvoir revenir et voilà quoi, c'est magnifique les insectes, protégez-les. Émerveillés par nature, bang! Vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. On est super content de faire toutes ces vidéos pour vous. On va essayer de s'améliorer à chaque fois. Partagez, likez, abonnez-vous, cliquez, aimez-nous, on vous aime. Tentative de bam! Oh! Entre les sauterelles et les criquets, même les 3 grandes différences. Ouais, je fais, il a l'air gentil, tu vois, il grimpe et tout, il me tatane, mais je me dis, ça peut me grailler, tu vois. Je le savais. Mais c'était largement pas prêt. C'est fait graille par un grillon.